Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. L'association pour un pèlerinage agréé n'est pas satisfaite du comportement du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah, plus précisément du haut-commissaire lui-même. Elle a tenu à dénoncer le comportement de ce dernier qui, selon elle, n'a aucune considération à l'égard des responsables des agences de pèlerinage. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Ibrahim Idi. Suite à un forum organisé par les autorités saoudiennes sur l'organisation du Hajj, le ministère en charge du Hajj a donné l'opportunité aux agences de pèlerinage de choisir volontairement leurs prestataires en terre saoudienne. Ces propos ont d'ailleurs été rapportés par le commissaire chargé de l'organisation du Hajj qui a participé à ce forum. À la grande surprise des agences, le commissaire fait fi de cette proposition saoudienne en fixant le prix plafond du Hajj 2023. En fait, l'État n'organise pas. C'est le privé qui organise. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État accumule les deux. L'État accumule les deux. L'organisation gouvernementale et l'organisation des privés. Donc, c'est pratiquement impossible. Parce que ce qu'on consent au gouvernement, on ne le consent pas au privé. Parce que le privé, c'est lui qui doit aller choisir ses prestataires. Mais ici, c'est le gouvernement, le COHO principalement, qui part choisir les prestataires pour les privés. Et il négocie les prix pour les privés, à la place des privés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi ne pas laisser les privés aller choisir leurs prestataires s'il n'y a pas quelque chose en guise sur roche? Autre sujet qui préoccupe aussi l'association pour un pèlerinage agréé. Le nombre de pèlerins qui a été arrêté à 1000 pour constituer un groupe d'agences ainsi que le quota de 200 millions de francs CFA qui est exigé par le COHO. En ce qui concerne, ils nous disent 1000 pèlerins. Mais c'est connu de tout le monde. L'Arabie Saoudite, eux-mêmes ils le savent. C'est de 50 pèlerins à 600. Et si vous dépassez les 600 là, vous pouvez écrire à votre autorité de tutelle pour dire que, vraiment, moi j'ai plus de 600 pèlerins, mais demandez-moi une dérogation pour que je dépasse les 600 là. En ce temps-là, l'Arabie Saoudite vous l'accorde. Et puis, pour quelqu'un qui sait très bien faire le travail du Hajj, c'est-à-dire faire accompagner 1000 pèlerins, ce n'est pas quelque chose de facile. On nous dit que non, maintenant, il faut payer une caution de 200 millions. Toi qui payes, on verse d'abord au COHO presque toute la totalité des prestations, sauf ce que les agences ont, les 340 millions et les frais de logement, donc ça aussi, c'est aux agences d'amener ça pour négocier les maisons avec. C'est tout. Et maintenant, c'est à nous de demander une caution. C'est à nous de demander une caution au commissaire ou c'est au commissaire de nous demander une caution. Cette situation donne à croire avec certitude que le COHO, particulièrement le commissaire et les agences de pèlerinage, ne regardent pas dans la même direction. Toute chose qui pourrait avoir des impacts négatifs dans l'organisation et le déroulement du Hajj 2023. La salle de réunion du réseau national de chambres d'agriculture du Niger, RECA, a servi de cadre ce matin à une réunion entrant dans le cadre du lancement du projet Équité. Une rencontre qui a réuni les responsables du RECA et les partenaires du projet. Le compte rendu avec Sidiko Haruna et Rabi Labo. Équilibre et équité pour une transition agroécologique inclusive et durable en faveur des systèmes alimentaires résilients dans des territoires du Niger à fort enjeux socio-économiques et écologiques. Equitaï, c'est le nom de ce nouveau projet porté par Moriben et dont le lancement ce matin constitue l'objectif visé à travers cette rencontre. En prononçant son allocution,
Le secrétaire général de Moriben a levé un coin de voile sur Ekitaye dans sa conception et dans son objectif. Ekitaye, qui est la réponse du consortium Moriban-Sirad à l'appel du programme Assadao, programme écologique du système alimentaire durable en Afrique de l'Ouest. Ce projet est le fruit de plusieurs années de collaboration entre l'organisation paysanne du Niger, Moriban, et ses partenaires académiques de la recherche. Ekitaye vise à mettre en lumière les tensions et arbitrages auxquels font face les praticiens et praticiennes de l'agroécologie tout au long de la chaîne de valeur. Son objectif est l'aide de trouver un bon équilibre rentable et équitable pour permettre à l'agroécologie de déployer son potentiel en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À la suite de beaucoup d'autres intervenants ayant porté un regard positif sur Ekitaye, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture est lui aussi revenu sur les multiples avantages du projet avant de lui souhaiter plein succès. Le projet Ekitaye travaillera ainsi en synergie avec ces projets afin de poursuivre les efforts et de façon plus spécifique permettre d'améliorer les équilibres et d'atténuer les effets antagonistes entre options agroécologiques. Nous espérons que votre présence permettra de découvrir le contenu de ce projet, de contribuer à la co-construction continue de sa vision partagée et de réfléchir sur les pistes et sur des synergies pour notre idéal commun qui est sur l'agroécologie. Ekitaye est un projet d'envergure qui rassemble d'éminents chercheurs et experts rompus aux questions agro-environnementalistes. Il est cofinancé par le CRDI, Canada et Agropolis et interviendra dans 2 régions, Maradi et Dosso, respectivement dans les communes de Saïsaboua et Falouane. Début ce matin à l'école des hautes études comptables et financières HECF de Niamey de la 2e vague de soutenance pour les étudiants en fin de formation. Au total, 38 étudiants en licence et 12 en master professionnel sont concernés par cet exercice. Le premier sujet défendu est le régime de protection des populations civiles en temps de conflit armé interne de l'étudiante en licence en droit international humanitaire Abdou Bourema Rachida. Plus de précisions avec Ablaziza Mahamadou et Mamadou Djori. Au total, 200 étudiants en licence et master professionnel sont concernés par les soutenances à l'école des hautes études comptables et financières. Après le passage de 150, c'est au tour de la 2e vague composée de 38 étudiants en licence et 12 pour le master professionnel de subir l'exercice devant un jury choisi pour la circonstance. Pour dire d'abord à nos étudiants de ne pas paniquer, d'être en mesure de maîtriser leur peur, leurs émotions et de se rappeler des différents conseils, des différents appuis dont ils ont bénéficié dans le cadre des préparatifs de la soutenance. HECF vous accompagne, mais on va aussi profiter pour dire les correcteurs et les présidents du jury qui sont là vont certainement vous juger à votre juste valeur. Nulle faveur, mais aussi nulle sanction arbitraire. Votre destin, vous y serez en face, vous allez vous y reconnaître et vous devrez l'accepter parce que c'est vous qui l'avez construit. L'option des soutenances prépare l'étudiant à la rédaction du document, la présentation, l'acceptation des critiques, mais aussi et surtout la défense et la tenue vestimentaire ainsi que d'éthique et de conduite devant le jury. Le directeur général de HECF rend hommage au corps professoral et administratif, parents d'élèves et étudiants pour le choix de l'école. À 9 années d'existence, HECF a dégagé de belles performances et ces performances, nous les devons d'une part grâce à la qualité du programme de formation pédagogique, mais d'autre part et surtout grâce à la qualité et
à la détermination de nos intervenants. Nous sommes témoins de cet exercice de la mécanique intellectuelle qu'ils sont en train de passer avec beaucoup de brio. Ils se défendent tant bien que mal. Et nous souhaitons, à la fin de cet exercice, que tous nos étudiants, en tout cas, puissent avoir une brillante carrière professionnelle. Et pour ceux qui comptent s'inscrire, en tout cas, à leur compte, HESEF va continuer à les accompagner pour que la chance puisse être de leur côté, Inch'Allah. L'exercice de mémoire, c'est la consécration. Mais pour pouvoir le réussir, il faudrait que l'étudiant travaille toutes ces années. Si c'est la licence, c'est la première année, la deuxième année et la troisième année de licence. Et pour la phase de master, c'est le semestre 7, 8, 9 et 10. Ce n'est qu'un exercice sur une journée, mais qui se prépare dès le premier jour de la rentrée. Les autorités de ce pays, en tout cas, sont mobilisées pour accompagner le secteur de l'éducation. Ces autorités étaient présentes avec nous ce matin pour être témoins du travail extraordinaire que nous sommes en train d'accomplir, mais aussi nous donner l'engagement de leur volonté d'accompagner l'école, mais aussi d'accompagner les étudiants dans l'insertion de la vie et de la vie professionnelle. HCCF, c'est la formation dans des domaines tels que gestion commerciale, GRH, contrôle de gestion, audit, droit international humanitaire, droit des affaires, pour ne citer que cela. Le régime de protection des populations civiles en temps de conflit armé interne a constitué le premier sujet de soutenance, défendu et soutenu par l'étudiante Abdou Bourema Rachida, sanctionné par la note de 13/20. En visite de travail et d'amitié de 48 heures au Niger, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a conjointement animé une conférence de presse avec le ministre d'État des Affaires étrangères du Niger. Les questions de développement, démocratie et défense étaient au centre de cette conférence de presse. Le compte-rendu avec Souleymane Ousmane et Ablaziz Chibril. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Niamey pour apporter des bonnes nouvelles dans la coopération entre les deux pays, mais aussi de renforcer les relations de coopération dans les domaines de la diplomatie, la démocratie, le développement et la défense. Les États-Unis, je voudrais le dire ici, le rappeler rapidement, comme chacun le sait, sont un de nos principaux partenaires, tant en matière de coopération au développement qu'en matière de coopération à la sécurité, dans notre sécurité et de la défense. Nous avons l'intervention des États-Unis dans la coopération civile à travers les actions de l'USAID, que tout le monde connaît ici. Et une action multiforme dans l'ensemble des secteurs prioritaires de notre pays. Nous avons aussi cette action des États-Unis dans le cadre du MCC national, lui aussi intervenant dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'irrigation, les pistes rurales pour créer les conditions de la croissance. Le diplomate américain de son côté a beaucoup insisté sur la nécessité d'investir dans le développement du pays. Un partenariat sur les questions de sécurité qui demande un financement important dans la mesure où nous faisons ensemble l'entraînement de nos collègues du Niger, nous apportant de l'équipement important pour justement qu'ils puissent mener les opérations nécessaires. Nous faisons avec d'autres une coordination de tous ces atouts et tout ça est donc un apport financier parce que tout ça coûte de l'argent. Donc un soutien réel et qui dure depuis des années et que nous renforçons. Mais j'insiste sur le point que le ministre a si bien évoqué, que tout en faisant cela, cette approche holistique, pour nous, pour nos deux pays, ça c'est la clé du succès. Et là aussi, il y a un investissement. Sur la question de la Russie, le Niger, à travers le ministre Hassoumi Massaoudou, condamne les agressions russes dans toutes ses formes. Le Niger est un pays neuf, issu des processus de décolonisation des années 60. Et étant un pays neuf, nous savons ce que nous devons au droit international et à la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi nous condamnons sans équivoque l'agression russe en Ukraine, comme toutes les agressions du même genre dans le monde.
des agressions en violation du droit international et en violation de la Charte des Nations Unies, sans lesquelles il n'y a pas de communauté internationale. Les États-Unis, à travers cette visite, annoncent une aide humanitaire pour le Niger de 151 millions de dollars. Après la conférence, le diplomate américain dialoguera avec des jeunes des zones de conflit du Niger. C'est la première fois qu'un secrétaire d'État américain est à Niamey. Cette visite intervient sur fond d'efforts de Washington pour renforcer un partenariat américain sur le continent où la Chine et la Russie accentuent leur influence. Disponible sur les différents marchés du pays, la pomme de terre est très prisée par bon nombre de Nigériens. Quelles sont donc ses vertus nutritives? Éléments de réponse avec Aïcha Aboubakar et Abdoulaye Seydou. Frites, en ragoût, en hors-d'œuvre, en purée ou farcie, la pomme de terre est un féculent présent dans toutes les cuisines du monde. Un tubercule qui, en cette période de l'année, inonde les marchés de la capitale Niamey. Un produit maraîcher provenant de plusieurs localités du pays et accessible à des prix abordables. La pomme de terre provient de la région d'Agadez, notamment les localités telles que Tabelote, Bogal, Timia et autres. Nous vendons le kilo à 350 francs ici, voire souvent à 400 francs. La pomme de terre, un féculent aux multiples vertus nutritives, explique Abdulrazak Bello, nutritionniste. La pomme de terre apporte des glucides, essentiellement sous la forme d'amidon. Et ces glucides-là que renferme la pomme de terre, ces glucides-là font de la pomme de terre un aliment énergétique. Deuxième vertu associée à la pomme de terre, c'est la présence de vitamines. Parmi les vitamines qu'on peut avoir dans la pomme de terre, on a la vitamine A. Et la pomme de terre, selon les variétés de la pomme de terre, on n'aura pas la même teneur de vitamine A. On aura plus de vitamine A dans les variétés qui ont tendance à être plus foncées, plus rouges, plus jaunâtres, que les variétés qui ont tendance à être plus blanchâtres. La meilleure façon de préparer la pomme de terre reste la cuisson à l'eau, explique encore Abdulrazak Bello. La forme cuisson à l'eau permet à deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de diminuer les pertes en vitamines. Donc on a les éléments nutritifs, notamment la vitamine C, qui est très sensible à la chaleur. Du coup, lorsque vous faites une cuisson autre que la cuisson à l'eau, vous risquez de perdre une très grande partie de la vitamine C. La purée de pommes de terre, un aliment bénéfique à la santé des enfants et des personnes âgées. Chez l'enfant qui consomme cette purée-là, l'enfant n'aura pas de problème de digestion. Et deuxième élément qui plaide pour la consommation de la purée chez les enfants, c'est lié essentiellement, comme j'ai dit, aux éléments nutritifs, notamment ça apporte de l'énergie. L'enfant a besoin d'énergie, ça apporte des vitamines, ça apporte des sels minéraux, tous éléments qui sont, comme je l'ai dit, importants pour l'enfant, pour sa phase de croissance, pour son activité, etc. etc. Donc ce sont les mêmes conséquences qu'on va retrouver chez les personnes âgées. Très apprécié pour son goût agréable à la consommation, il faut noter que la pomme de terre est également un tubercule très prisé des femmes pour ses multiples vertus esthétiques, car utilisé dans le gommage. Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Mega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, c'est la question sécuritaire qui est au centre des parutions de nos confrères de la presse écrite, avec Niamey, qui est pratiquement devenu le centre d'enjeux stratégiques et géopolitiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et nous débutons avec le journal Le Canard en furie qui s'interroge si le Niger n'est pas en train de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de Bamako, avec la visite de travail du chef d'état-major des armées à Bamako. Effectivement, Aminata, après l'intense campagne de dénigrement systématique menée par Niamey contre la junte du colonel Goïta et l'armée malienne,
Nul n'aurait cru que le président de la République, Bazoum Mohamed, pouvait un jour dépêcher son chef d'état-major des armées à Bamako pour prendre langue avec la hiérarchie des FAMA en vue d'un réchauffement de la coopération militaire entre les deux pays, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine, car c'est bien cela que le général Modi est allé faire au Mali, même si c'est avec la casquette du CEMOC aussi. Il l'a personnellement confié à la presse malienne au sortir de l'audience que lui a accordée le colonel Goïta. Malgré cela, certains turiféraires du régime tentent de montrer que le général Modi a fait le déplacement de Bamako en tant que président en exercice du comité d'état-major opérationnel conjoint, en abrégé CEMOC, qui regroupe l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger afin d'échanger sur les méthodes de collaboration structurée, dont entre autres le droit de poursuite de part et d'autre des frontières communes, comme nous l'avons pu le lire ces derniers jours sur les réseaux sociaux, écrit le journal. La question qu'on est en droit de se poser est la suivante: la junte militaire de Goïta est-elle devenue subitement fréquentable encore aux yeux de Niamey malgré la présence de la force paramilitaire Wagner au Mali? Nous ne pouvons pas gagner seuls la lutte en faisant fi du Mali et du Burkina qui sont autant, sinon plus affectés que nous pour des considérations dictées par l'extérieur, estime le journal. Cette visite de travail du chef d'état-major des armées du Niger à Bamako est le signe que Niamey est en train de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de la junte malienne, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Le journal Le Monde d'aujourd'hui nous apprend que le Niger est au cœur de balai militaro-diplomatique avec l'arrivée d'une délégation militaire française de haut niveau dans le pays. Comme s'il fallait s'y attendre juste après la visite de la délégation militaire nigérienne reçue par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, la France s'est précipitée à envoyer à Niamey une délégation militaire conduite par le chef d'état-major des armées françaises qui, après avoir rencontré le président de la République, Bazoum Mohamed, est allé en compagnie du chef d'état-major des armées du Niger en visite dans une zone très affectée par l'insécurité, le département de Oualam, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Par cette visite, bien d'observateurs se demandent pourquoi tant d'intérêt aujourd'hui de la France pour le Niger. Par les discours entendus de la hiérarchie militaire française arrivée à Niamey, on peut lire une parole neuve qui traduit une réelle volonté chez les Français de combattre aux côtés des Nigériens la menace terroriste, même si la plupart de nos concitoyens en doutent encore. Par certaines indiscrétions, l'on apprenait aussi que ce sont les forces de défense nigériennes, les FDS, qui se plaindraient à leur tour après tant de revers subis. Malgré la présence de militaires étrangers dans notre pays, dans la même période, l'on apprend qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, débarquera à son tour au Niger le 14 mars 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rencontrer le président Bazoum Mohamed pour une consultation d'urgence. Au-delà des préoccupations sécuritaires, les États-Unis peuvent-ils avoir d'autres urgences à débattre avec les autorités nigériennes, s'interroge le journal. Peuvent-elles s'intéresser par exemple à l'état de la démocratie, des libertés publiques, du trafic de drogue et d'armes dans le pays? Le Niger ne doit pas céder à l'offensive de charme de partenaires qui n'ont pas pu convaincre. Il a à gagner plus avec une étroite collaboration avec ses voisins qu'avec des partenaires qui ont plus d'autres agendas cachés derrière leur engagement aux côtés d'armées sahéliennes durement éprouvées, conclut le journal Le Monde aujourd'hui. Amorce de détente entre Niamey et Bamako, l'opération à risque de Bazoum Mohamed, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquêteur d'hier mercredi. Les autorités maliennes ne font plus mystère de la présence des hommes de Wagner sur leur sol. Toute reprise de coopération militaire entre Niamey et Bamako suppose un maillage à trois, les forces armées nigériennes FAN, les FAMA et le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est peu de le dire, Paris a une sainte horreur de Wagner. Pour preuve, en novembre 2022, la France a invoqué les relations entre la junte militaire au pouvoir à Bamako et l'organisation paramilitaire russe Wagner pour suspendre son aide publique au développement au Mali. Il est évident que la tentative de relance de la coopération militaire entre le Niger et le Mali marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières, singulièrement en ces temps où les groupes terroristes reprennent du poil de la bête. Mais la France est-elle de cet avis? En missionnant son chef d'état-major des armées pour parlementer avec Assimi Goïta, Bazoum Mohamed ne prend-il pas le risque de fâcher l'Élysée, s'interroge le journal Enquêteur. La France, à travers sa forte présence militaire au Niger, constitue les béquilles sur lesquelles s'appuie Bazoum Mohamed dans sa lutte contre le terrorisme. En essayant de faire ami-ami avec Assimi Goïta, le chef de l'État du Niger ne prendrait-il pas le risque de perdre le soutien de Paris?
À cette interrogation, le journal L'Enquêteur répond « L'avenir nous le dira ». Et avant de nous quitter, Aminata, je le disais en début de chronique, pratiquement tous les journaux de cette semaine ont parlé de cette situation sécuritaire, mais aussi du déplacement du président de la République en République sœur et amie du Bénin. On découvre ensemble les titres des journaux. L'actualité numéro 698 du 12 mars 2023 qui a titré « Diplomatie et lutte contre le terrorisme, Bazoum chez Patrice Talon ». Et le journal Le Nouveau Républicain numéro 468 du 16 mars 2023 a titré pour sa part « Voyage présidentiel Niger-Bénin, que l'exemple de Talon inspire Bazoum ». Le journal La Roue de l'Histoire numéro 1147 du 16 mars 2023 a pour sa part titré à sa une « Échange avec les autorités maliennes, françaises et béninoises, le Niger axe principal dans la lutte contre le terrorisme ». Le journal L'Éclosion, numéro 241 du 14 mars 2023, pour sa part, a écrit « Libération du général Changa, visite du général Salif Moudi à Bamako. Le président Bazoum marche difficilement vers son affranchissement. » Et puis, dernière une à découvrir ensemble, celle du journal Niger Inter Hebdo qui nous propose cette interview de la cinéaste nigérienne Aminata Abdoulaye Mamani, à cœur ouvert. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamaya. Votre rubrique La Une des journaux prend congé de vous tout au long du mois de Ramadan. On se retrouvera, Inch'Allah, après la fête pour un nouveau numéro. Monsieur, dames, ici se referme également cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.